pour moi, ben bon. Messiah, je sens qu'il ne sera pas d'accord. Enfin, ça va être une impopulaire opinion en deux. Butch! C'est Butch est la meilleure version de Pete Dunne, pour commencer. Ça me fait du mal de l'admettre, mais ouais. Ça me fait franchement du mal de l'admettre, mais ouais. Ah ah ah, vous-même vous avez constaté. Ah non, 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 mais vraiment, ça me fait énormément de mal hein, de l'admettre, hein, mais... Ah Ben oui, il fallait bien un truc pour qu'il se démarque et en plus le mec il le fait bien. Comme quoi, des gimmicks, une gimmick différente qu'on donne à quelqu'un, c'est pas parce que vous jugez que c'est de la merde que ça va pas marcher. C'est aussi à non, l'interprète de s'assurer que ça marche. D'où le mais en job fait, d'un catcheur. voilà, mais en fait, elle lui a donné ce gimmick lui a donné une personnalité. Avant, c'est un Exactement. jeune qui a du talent avec de l'acné sur le visage. Mhm. Et du faux Tu te bronzage, dis, voilà. et tu te dis, bon, ouais, il a du talent, c'est un White, ouais, vite fait, il joue un type qui est en mode je suis brutal, mais Ouais, mais t'es il en y en mode a d'autres en fait. jeune, t'es pas fini, quoi. Alors que Butch, t'as vraiment le côté jeune fou qui veut prouver, Voilà, un qui veut mec faire quelque hyper chose. actif qui veut taper tout le monde, même ses potes, quoi. Et franchement, voilà, franchement, les gars, bah ouais, ça me fait du mal de l'admettre, mais ouais. Voilà, bravo. Ah, j'adore quand on admet que j'ai raison. Et toi, Messiah? Bah, Il c'est a un quitté le chat. nom que j'aime pas du tout. Ok, bon, ça Butch. c'est une autre affaire. Surtout que sur Twitter, il s'appelle encore Pete Butch Dunne. Ça me fout encore plus la rage. Bon, ça c'est autre chose aussi. Je sais pas, t'en fais un mec ultra nerveux, d'accord? Laisse-lui Pete Dunne. Ouais, Moi, mais je pense que c'est le problème, ça ne vient pas, ça vient plus d'un problème de propriété intellectuelle, si tu veux. Dans le cadre où il faut vendre des noms, et Pete Dunne, je pense pas que WWE puisse bénéficier de ça, en fait. Après, c'est plus une réalité d'entreprise qu'un problème de booking en lui-même, les renames. Bah, si je trouve le nom qui catch mieux, quoi. Pete Dunne, Dunne, le problème c'est que tu penses à De ou l'autre Dunne là qui fait des caméras dans tous les sens. Hmm. après, bon, tu penses à Kevin Dunne alors qu'on parle de Pete Dunne, bon, t'es un fils de pute. ouais, mais alors que Butch, tu vois, ça claque. Un truc comme Ouais. ça avec un B explosif, ça Alors, claque comme nom. Butch, pour moi, c'est comme Butch! ça. Butch. En majuscule comme ça, là. Ouais. Et même si tu dis justement, et son nom laisse aussi avec les jeux du genre, bah tu fais des botches, tu fais des même son nom donne plus d'opportunités, tu vois. Ouais. Moi, Donc du pensais coup à Butch. pour moi ça me fait chier. En fait, si je devais avouer quelque chose, ce qui me fait surtout chier, c'est que genre il n'ait pas eu ce gimmick dès le départ. Ouais. En fait, je pense que c'est ça qui me fait le plus chier dans son changement de gimmick, c'est que je me dis, s'il avait eu ce gimmick dès le départ, il aurait pu avoir une bien meilleure carrière, mais surtout, ça aurait fait de la cohérence. Alors que là, tu as une rupture, entre guillemets, dans le personnage, parce que tu as été obligé de lui faire, même pas une évolution, c'est vraiment un renommage, une rupture, parce que t'es obligé mais en fait, t'es là, t'es en mode, putain, s'il avait eu celui-là dès le début, et en fait, tu te dis, il aurait pu l'avoir, et surtout quand tu réalises, tu te dis, en vrai, il aurait pu l'avoir dès le début. Ah, Mais il mais a c'est fallu Triple H, hein, écoute, c'est lui qui a voulu le garder tel quel, hein. Comme quoi, il n'a pas que des bonnes idées, forcément. Triple H, ce qu'il avait dit, c'est qu'il laisse aux gens les chances, tu vois, d'exprimer leur point de vue et leurs idées quand ils sont créatifs. Et en fait, le truc, c'est que, soyons francs, à NXT, ça passait. Pourquoi? Parce que, un, c'est une branche de développement, donc c'est des petits jeunes, donc le fait qu'il ait l'air d'un jeune, ça ne nous choquait pas, tu vois. Et ensuite, franchement, un in-ring et puis le personnage était à peu près cohérent. Mais clairement, ça fait pas une dimension pour faire du main roster, quoi. Donc Clairement, tu as été moi, je me posais la question, comment est-ce qu'il allait devenir main roster? Est-ce qu'il allait prendre plus de muscles? Est-ce qu'il allait se faire pousser une barbe? Je me pensais vraiment. Et donc quand ils l'ont annoncé dans le main roster, je dis putain, dans le main roster, il n'a pas fait grand chose. Et là, tu le vois avec Butch reformé comme ça, et t'es en mode sous l'aile en plus de Sheamus. Mais bien sûr, c'était ça qu'il fallait faire dès le début. Et quand tu vois si. après ce qu'il fallait faire dès le début, t'es en mode t'es énervé parce que c'était pas loin, quoi. On parle pas de Becky avec The Man, tu vois. The Man n'aurait pas pu fonctionner dès le début. Ouais. Elle aurait fait The Man à NXT au tout début, elle serait même pas passée championne NXT, elle aurait même pas passé les sélections, c'est parti, quoi. Mhm. C'est une construction. The Man,
est une construction logique de quelqu'un sur qui personne ne croyait au départ, qui était la 4e roue du carrosse, la 4e dont personne ne pensait qu'elle ferait de grandes choses, Ouais. et qui, à force d'abnégation, à force de sacrifice, à force de conquérir aussi le cœur des fans par ses différents revers et par ses différents exploits, devient effectivement The Man, quoi. Donc c'est un gimmick d'accomplissement, c'est un gimmick comme quand tu attends une storyline de comment est-ce que machin devient un héros, comment. C'est vraiment. Alors que Puck, c'est un truc qui aurait dû être là comme ça dès le début, quoi. Enfin bon, voilà, bravo, tu as gagné. J'aime bien qu'on admette que j'ai raison. Et ce qui me mène aussi à mon deuxième unpopular opinion, c'est qu'en 2022, Ézéchiel éteint Elias, clairement. Il éteint. Ezekiel était vraiment énorme. Ouais, c'était vraiment une grosse gimmick, quoi. Le problème pour moi, c'est qu'ils sont pas assez loin. Et ce qui fait le gros succès, c'est Kevin Owens, mais c'est aussi le cas avec Ella Knight actuellement. C'est leur volonté de refuser la kayfabe. On va dire, et de refuser le rôle en face, et c'est ça qui rend le truc encore plus somptueux. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est vraiment bien vendu. Je pense que s'il n'y avait pas les blessures à répétition de Kevin Owens, ça aurait pu être suffisamment développé pour vraiment lancer le perso par la suite. Et le fait de ramener Elias, ça a tué le truc. Franchement. Bah, oui et non, parce que du coup, il en revient encore une fois. Il en revient encore une fois, on va dire, dessus, tu vois. C'est-à-dire qu'on utilise quand même le fait qu'il était Ezekiel, et je pense qu'on va revoir un nouveau Ezekiel en 2023. Ouais, encore heureux. Hein. C'est quoi Je prends un risque. Mais je pense qu'on va voir Ezekiel et Elias au Royal Rumble. J'espère. Ouh là là. Ouais, D'abord Elias. Pourvu qu'Ezekiel et Elias soient là, oui. Moi aussi, c'est ce que je vois. Et si on peut ramener Elrod aussi. Franchement, Ouais. Comme ça fera une Mick Folie dans le texte. On va faire râler les gens sur notre truc d'avant, qui est l'entertainment et le performance. Mais là, franchement, ça a tellement de bonnes vibes de notre ami Follet, que oui, bien sûr que ça doit être fait. Je pense que ça doit être fait et ça doit commencer. Et en fait, il faut que Kevin Owens croise chacune de ces versions-là sur le ring. Ah oui, clairement. Et qu'à chaque fois, il pète un plomb. Il faut vraiment. tu fais ça, ton Rumble match devient bon. Ah oui, ça devient masterclass là. Ton Rumble match devient bon, un minimum. Donc, ça va, Messiah? Pas trop le cœur serré? Pas trop d'angoisse? Par rapport à Elias? Ben, par rapport à Elias et Butch. Alors Butch, j'ai déjà dit que c'était le nom qui me cassait les couilles. Et qu'en faire la gimmick d'un gamin un peu attardé comme ça, bon, compliqué à accepter au début, mais ça passe. Donc je suis massé là d'ailleurs. Et après, bon, Elias par contre, et l'histoire de Ezekiel, oh, ça m'a fait mourir de rire. Hein. Mais vraiment, mais là pour le coup, c'est vraiment grâce à Kevin Owens. Owens, c'est un dieu. C'est le mec qui est beaucoup trop drôle. Ouais. Et comme tu as dit tout à l'heure, Magnus, le fait d'être quelqu'un qui n'accepte pas le kayfabe, entre guillemets, t'es en mode, non mais mec, ta gueule, t'es Elias en fait, ferme ta gueule. C'est beaucoup trop drôle. Ce qui est drôle en fait, c'est par l'absurde. Ouais. C'est drôle notamment dans l'humour absurde. Exactement. Pourquoi l'humour absurde en règle générale fonctionne, vous le voyez très bien, c'est quand c'est parce que c'est quelque chose qu'on rencontre tous un jour dans notre vie, quand vous êtes le seul à voir quelque chose que tout le monde trouve normal, alors que ça ne l'est pas. Et c'est comme ça que fonctionne l'humour absurde. Ouais, exactement. Parce que l'humour absurde, c'est ça, c'est toute la situation est absurde, tout le monde dans la situation trouve ça normal, excepté le héros. Excepté une personne, voilà. Vous identifiez, qui va faire ça. Et c'est exactement ça pour Ezekiel avec Kevin Owens. C'est exactement ça, du coup, dans d'autres Man Show. Effectivement, c'est un excellent exemple. Du coup, quand Kevin Owens a tabassé littéralement Ezekiel lors d'un rematch sous Triple H directeur, là par contre c'est un problème. Parce que Ezekiel a battu Kevin Owens dans un match assez compétitif.
dans un match random à Raw, Kevin Owens tabasse Ezekiel. Il y a un problème. En vrai, c'était juste. Non, mais c'était pour remettre à un partout. Ça, c'était surtout Triple H qui était en mode c'était pas fou. Vas-y, viens, t'inquiète, Owens, on va remettre ça. Et au revoir, Ezekiel. Et on attend le retour d'Elias. Après, j'avoue que ça m'a fait énormément rire que Elias vienne demander de l'aide et l'autre il a fait attends, tu te fous de ma gueule là. Ah oui, c'était drôle ça. Tu te fous de ma gueule, tu m'as pris pour ta pute, c'est ça? Non, mais c'est complètement ça. Mais tu vois, ouais, effectivement, c'est le truc lequel tu peux vraiment t'amuser comme un fou, quoi. Donc pour moi, non, franchement, c'était une bonne storyline cette année. J'espère que capitaliseront dessus au Royal Rumble, quoi. Ouais. Quitte à ce que la dernière fois qu'ils utilisent les 2 persos, tu vois, ou les 3 persos, mais voilà. Comment tu es ce genre de fin, quoi. Qui fasse plein d'œil au passé et qui à la fois soit très drôle. Moi, je pense que Cargill est surcoté. Bon. Oui. Et alors, attendez. Non, je te laisse une chance, vas-y. Soyons francs. Je pense qu'elle est surcotée, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Pour le coup, tu vois, quand je trouve que j'ai pas assez d'informations pour pouvoir gueuler dessus, tu vois, pour pouvoir donner des munitions, je dis que c'est ce que je pense. Ça n'est pas. D'abord, pourquoi tu le penses? Parce que déjà, je trouve qu'elle est trop protégée vis-à-vis du rooster de fou qu'elle pourrait avoir en face, des gens qu'elle pourrait avoir en face, que son rôle est un rôle de diva, muscular diva, mais diva quand même. L'allergie au diva de Magnus. Que c'est... Ah oui, non, mais j'ai une allergie à ça. Que c'est kitsch as hell et que elle était meilleure quand elle n'était pas championne que quand elle l'était. En termes, je trouve, d'image, de rendu, Et je ne peux pas te dire aujourd'hui si c'est censé être une heel ou une face. Je ne peux pas te dire aujourd'hui ce qu'elle vaudrait vraiment dans un match. Parce que techniquement, son niveau technique en mode sécurité, en mode ce qu'elle peut faire avec quelqu'un d'autre au maximum, je suis incapable de te dire c'est quoi son plafond max. Je peux te dire par exemple que Sasha Banks, elle peut travailler avec quasiment n'importe qui sur la planète. Les gens de chez Stardom, disons qu'elle aura peut-être 1 mois d'entraînement à faire avant pour regagner un peu de vitesse. Mais ouais, elle peut travailler avec n'importe qui. Elle a ce niveau technique-là. Cargill, je suis incapable de te dire son véritable niveau technique. Et en fait, elle est tellement protégée. Et t'as l'impression que c'est la seule fille que connaît Tony Khan aussi. Que t'es en mode, enfin, je veux dire, j'ai pas mal ragé et un peu craché aussi sur Athena, tu vois. Mais je me dis que s'il y avait un match Cargill-Athena hors AEW, tu vois, Athena gagnerait matin, midi et soir. Là-dessus, on est d'accord. Que Cargill-Bianca Belair gagnerait. Et j'irais même jusqu'à pousser le vice de Cargill-Ruby Riott. En fonction de la stipulation, la victoire de Riott ne ferait aucun doute. Oh punaise. Non, mais dans un match, par exemple, dans un collar match, dans un no disqualification match ou un elimination chamber. Ouais, ça peut se comprendre. Riott avec son côté je suis punk à chien, je suis complètement folle, tu vas mourir avec moi, l'accroche matin, midi et soir. Donc du coup, mon problème avec ça, c'est que ils ont des stars qui sont bien dans le féminin de AEW, mine de rien. Clippez-le, hein, parce que je le répéterai pas souvent. Mais, oui, c'est enregistré, t'inquiète. Mais pour moi, Cargill, ouais. Mais après, comme j'ai dit, c'est qu'un ressenti. J'ai pas assez. Si tu me dis demain qu'il faut faire un podcast dans lequel Cargill est le sujet principal, ou un des 3 sujets, tu vois, je ferai davantage de recherches et mon avis sera peut-être meilleur à ce moment-là. Clairement, disons qu'il sera déjà plus étoffé, plus étayé. Mais là, effectivement, ouais, j'ai juste l'impression de voir, de voir une diva, muscular diva de la street. Et c'est surtout quand tu vois que ouais, les photos avant qu'elle soit championne et les apparitions avant qu'elle soit championne, t'avais l'impression que c'était aussi bien mieux. Genre, c'est pas de la pré-retraite que tu vois là, mais c'est bizarre. Même dans ce style-là, de diva, puisque c'est ce qu'on me reproche souvent de ne pas aimer, bah ouais, je préférerais 3 milliards de fois Mandy Rose, et je sais quel niveau avait Mandy Rose. Voilà.
Voilà mon unpopular opinion, et je suis désolé de le dire comme ça, mais voilà. Non, non, ça peut se comprendre. Oui, mais C'est un c'est... truc qui va faire polémique, je crois. Moi, mon problème avec Cargill et même avec les baddies, je le dis comment? Je le dis de manière crue ou j'essaye d'être Fais comme tu veux. C'est la de maison ici. manière crue? C'est le fait qu'elle soit noire. Oh, ouh là là. Là, je sors les gants de boxe. Je me mets en position de garde là. Je vais expliquer. Je sais pas, je vais pas dire que c'est culturel entre guillemets, mais je sais pas ce que ont certaines appros, surtout les femmes, à avoir cette attitude là, d'avoir la bad bitch, voilà, les baddies, bad bitch. Je déteste, mais je déteste viscéralement cette attitude. Et je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc ancré dans la culture afro. Non, non, mais c'est tout à fait ça en fait. C'est un problème récurrent de la pop déteste culture ça. afro-américaine, c'est ça. C'est un problème récurrent de la pop culture afro-américaine, et le problème c'est que, genre, il y a une fierté maintenant d'être comme ça. Ouais. Et c'est ça moi que je trouve. En fait, alors, on pourrait faire tout un podcast Bah, sur être une l'histoire. pute, c'est pas une fierté. On pourrait, Être une salope, c'est pas une fierté. on pourrait faire, bah pourtant, si, actuellement ça l'est, parce que c'est du woman empowerment. Mhm. Mais le problème, c'est que, en fait, tu pourrais faire toute une histoire de justement la culture afro-américaine. C'est quelque chose que d'assez récent, tu vois. Même, il y a des trucs que tu peux en lisant Aimé Césaire, Sangor, tu vois. J'ai l'impression depuis les années 80, tu vois, que tu as l'envers de ce que ces gens-là qui se sont battus dans les droits civiques se produit dans la culture noire américaine. Leur Mhm. combat, ça a été d'être légaux, d'être respecté des blancs, tu vois, différent mais d'être légal. Et le combat actuellement, c'est de faire des bouffons, c'est et de faire des clowns et des pitres, et d'être content de ne rien savoir, ou d'être content d'avoir une attitude de merde. Avoir une attitude ne vous donne pas une personnalité, quoi. Mhm. Être quelqu'un d'infâme ne fait pas de vous quelqu'un d'important, en fait. Et c'est ça le problème avec l'attitude bad bitch M11. Et en fait, le truc, c'est que y a une fierté à avoir ça sur les réseaux sociaux, et c'est aussi le cas dans certains gimmicks, mais ça ne marche, ce gimmick ne marche qu'avec, et dans la vraie vie aussi, hein, je tiens à le préciser, parce que genre, Oui, bien sûr. ça ne marche en majorité qu'avec les femmes noires, et qu'avec un groupe d'hommes noirs. Même pas la majorité des hommes noirs. C'est-à-dire que le reste de la population, les hommes, les femmes blanches, autres, puisque bon, maintenant il y a des milliers de genres, les asiatiques, les hispaniques, enfin, tout ce que tu veux en dehors, ça ne marche pas. Cette attitude-là ne veut rien dire. En fait, Tu vois. c'est une catégorisation, en fait, ce genre d'attitude-là. C'est clairement Ça une crée une catégorisation. catégorisation et c'est un peu dommage. Tu sais, c'est comme si, enfin, je sais pas, c'est comme, bah, si, voilà, c'est comme quand t'as des Vendéens qui vont te parler du palais au reste de la France, tu vois. Bah, le reste de la France, bon, éventuellement pas tout Charente parce qu'on a l'habitude de piquer des trucs aux Vendéens, mais le reste de la France ne comprendrait pas l'importance du palais, tu vois. Ouais. Bah, c'est exactement ça la bad bitch attitude. C'est le palais. Le truc, c'est que c'est important, ça a l'air d'être un big deal. PS, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est tout. C'est comme le fait le keep it real, tu vois. Mhm. Genre, c'est un truc que disait pas mal, comment il s'appelle, Dave Chappelle, l'humoriste. Et aussi ce que disait aussi l'un des auteurs de Blackish, dont j'ai oublié le nom, mais qui a travaillé pour Conan. En fait, tu as aussi dans la culture noire américaine les deux voix. C'est-à-dire, tu as la voix que tu vas parler quand tu es avec d'autres noirs, et tu as la voix de blanc que tu vas parler quand tu es au boulot, tu vois. Mhm. Alors, ce que disait Dave Chappelle, c'est que bah, du coup, quand tu es devant d'autres blancs, on va parler avec la voix de blanc, puis quand c'est avec des autres noirs et que tu es censé les représenter, ils vont te parler avec la voix de noir pour te dire que tu les représentes, et que si tu fais de la merde, ils te défoncent. Et du coup, tu as le fameux aussi Keep It Real, qui est tout un sketch d'ailleurs de Dave Chappelle que je vous conseille de voir, et qui est en fait le moment où, genre, parce que tu penses que tu fais trop blanc, tu vois, t'as besoin de rajouter ton attitude et ton 1-1 comme ça pour Mhm. prouver que t'es quand même encore de la street. Ce qui n'a aucun sens. Wesh, wesh, la Qui n'a street, aucun t'as sens pour vu? le monde entier, tu vois, et qui te ruine ton truc. Et Cargill, effectivement, a cette attitude du je suis réel et je suis de la street, qui ne parle qu'aux Nord-Américains. Et le problème, et comme je dis, il y a une fraction de Nord-Américains, et en fait, le problème de ça, c'est que
Bah, comme c'est un truc culturel, comme c'est un truc que les autres cultures n'ont pas le droit de reprendre, attention, sinon aujourd'hui c'est de l'appropriation culturelle, Mhm. et ben tu ne vas vendre qu'aux gens qui ont ce code, qui sont intéressés par ce code et qui paieraient pour ce code. Donc tu vas pas vendre à tout le monde. Et c'est dommage, parce que tu es censé être un champion du monde. Ouais. Et une championne du monde, c'est censé parler à tout le monde, c'est censé vendre à tout le monde en tant que compagnie. Voilà. Et pour revenir à Sacha, l'attitude boss time, c'est peut-être un truc qui se rapproche un peu comme ça, qui a peut-être fait que, entre guillemets, les gens l'ont catégorisé en ce genre-là de manière injuste, et fait qu'elle n'ait pas eu le même boom que les autres. Peut-être. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est clair que, ouais, dit comme ça, la bad bitch attitude, ouais, c'est un truc qui fait plaisir que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est. Ben, vraiment, si vous pensez utiliser la bad bitch attitude et que vous trouvez que c'est cool, en fait, évitez, quoi, parce que vous allez juste vous isoler de gens qui sont juste fatigués juste à avoir ça, quoi. Ouais, Et c'est vrai. mon avis, on a déjà tous suffisamment d'emmerdes pour pas voir quelqu'un qui a une attitude pour te faire chier et qui pense qu'avoir une attitude te donne une personnalité, quoi. Hmm. Oui, c'est tout à fait ça, Magnus. Sur ce point-là, je suis d'accord. Par rapport à la gimmick, bon, diva, musculaire, bon, j'allais un peu défendre ce côté-là. Comme quoi ça change un peu et que, bon, ça ne se contente pas juste d'avoir une gimmick de grosse heel powerhouse parce que Giga Musclé garde quand même la partie féminine comme Bianca Belair. Mais c'est vrai que la suite, c'est plus problématique, en effet. Après, sur le ring, ben, le truc, c'est que bon, le truc, c'est en fait qu'on l'a construit en quelque sorte, dans une moindre mesure, hypothétiquement, comme une Goldberg au féminin, en fait. Donc, partir du principe qu'elle gagne ses matchs rapidement, globalement. Et, et aussi, tu parles de ses capacités techniques. Le truc, déjà, de un, c'est peut-être une impression personnelle, peut-être que vous, il y en a qui vont le partager. Mais c'est plus le fait que l'adversaire doit carry en fait Cargill. C'est qui doit porter le match. Mais Donc, du coup, en fait, tu dis que le roadster a suffisamment de faiblesse dans la même personne qu'on lui donne, pour le coup qu'elle ait pas l'air non plus méga ouf, quoi. c'est en partie ça. Et aussi, voilà, surtout que quand tu vois l'expérience du roster, c'est compliqué aussi de porter le match de sorte à ce que ça investisse au maximum. Déjà, oui, ça peut intéresser quelques personnes, mais c'est vrai que dans le temps, c'est assez limité. À moins d'avoir une grosse powerhouse en face, c'est tout ce qu'il y a à faire avec Cargill en fait. Et si tu fais un match de plus de 5 minutes, ben c'est une épreuve à traverser. C'est pour ça que j'ai trouvé le match contre Athena, le match a duré 4 minutes. Je l'ai trouvé bien dans ce sens parce que c'était rapide et efficace. Et ça montrait en fait comment dire ça, un peu les forces des deux dans ce match par rapport là où les gens crient au squash parce qu'un match dure moins de 5 minutes. Et sinon, dans les autres matchs où ça doit prendre plus de temps, c'est vrai que plus le temps passe, plus ça affiche ses faiblesses aussi. Mais je trouve quand même qu'il y a un progrès chez Cargill sur le ring, dans le sens où, à l'époque, dans ses premiers matchs, en fait, elle ne mettait pas suffisamment en avant sa force. Elle était là, elle faisait juste deux trois prises, Jaded, finisher terminé. Là où maintenant, elle montre bien qu'elle est forte, qu'elle est legit, et où elle est capable d'être, comment dire, comment c'est Steve, je crois. Steve et faire des moves qui ont de l'impact. Après, oui, bon, dire qu'elle est surcotée, bon, c'est un argument qui peut se comprendre, mais je trouve qu'elle fait partie des seules catcheuses qui peuvent vraiment carrer la division féminine. Et le fait, Magnus, ça tombe bien que tu dises qu'elle était mieux sans titre qu'avec le titre, ben tu as tout à fait raison parce que elle a eu une feud récemment avec Nyla Rose qui montre clairement qu'elle était plus dangereuse sans son championnat. D'où le fait que j'ai hâte qu'elle perde son titre vraiment pour voir une vraie évolution par rapport au personnage qui a tendance à stagner. J'ai terminé.